et elle le demande avec des mots qui, pas forcément seront « je veux mourir », mais qui expriment le souhait que cela finisse. Une personne en France, dans un hôpital, a parfaitement le droit non seulement d'être écoutée, mais d'être entendue, et de pouvoir réclamer que la médecine ne s'acharne pas. Mais s'acharner, ou ne pas s'acharner, c'est pas simplement de retirer l'oxygène, de retirer la perfusion, de l'empêcher, de ne plus donner à boire, de ne plus lui donner à manger, et de s'approcher d'elle, et de lui permettre, par une sédation, qui est une sédation qui ne doit pas être lente. On ne laisse pas quelqu'un mourir pendant des jours agonisants, c'est éprouvant pour l'entourage, pour la personne elle-même. Le problème, ce n'est pas de raccourcir systématiquement l'agonie, parce qu'il y a des agonies que les personnes, à la limite, si l'on souhaite, ont des choses à dire, mais faire de l'agonie un passage obligé vers la mort nous paraît contre-productif et nous paraît surtout être indigne de ce que peut demander un malade, dans la mesure où la médecine du XXIe siècle, et on l'a vu dans le rapport récent qui a été proposé, montre que la médecine, elle est présente dans la totalité des cas en fin de vie, et que, à partir du moment où elle exerce son retrait, son arrêt, je pense que permettre à un malade d'avoir une sédation médicale lorsqu'il l'a demandé, et surtout pas lorsqu'il ne l'a pas demandé, nous paraît être un droit qui devrait être inscrit dans cette loi Leonetti, qui est une bonne loi, mais malheureusement très méconnue. Au fond, il faut qu'il y ait un projet. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'espoir, ce n'est pas parce que la médecine parle d'échec lorsque le malade va mourir, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'espoir qu'on n'a pas encore un projet de vie, un projet structuré, qui n'est pas un projet qui est simplement destiné à une improvisation avec telle ou telle association. C'est simplement le fait que la fin de vie est aussi importante que le début de la vie. On voit très bien que ces recommandations qui donnent l'impression toujours d'être un peu incantatoires, comme si, au fond, la mort de l'ensemble des Français devait être dépendante de la médecine, nous plaidons pour un changement culturel fort dans ce domaine. Alors, nous voulons aussi aborder des questions qui, même si elles ne concernent que 0,2-0,4% pour le suicide assisté ou l'euthanasie, 1,5% dans les pays du Benelux, passionnent les Français et les passionnent comme si la transgression, par sa fascination, allait les détourner et comme si, si une loi apparaissait comme une réponse institutionnelle à ces demandes, eh bien, la fin de vie des Français serait bien heureuse. Je crois que, à côté de ce changement culturel pour lequel nous plaidons avec force, nous plaidons pour que les inégalités géographiques, les inégalités socio-culturelles les plus importantes à ce moment-là soient prises en compte par ce changement du regard sur la mort, comme si parler de la mort dans la vie nous paraissait essentiel. Alors, pour ces 0,2-0,4%, nous avons été en Suisse, nous avons été en Oregon, c'est la première fois qu'une équipe française va en Oregon interroger les pays qui ont, sinon proposé une législation sur le suicide assisté. La Suisse n'a pas de législation sur le suicide assisté, l'assistance au suicide. Les Suisses, et on a rencontré le gouvernement fédéral, a délégué à des associations le soin de permettre à certains Suisses qui le veulent, dans certains cantons, seulement 2 cantons en Suisse, de pouvoir accéder à cette assistance au suicide. Cet embarras du gouvernement fait qu'ils refusent de légiférer parce qu'ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Et cela concerne quelques centaines de Suisses et d'étrangers en Suisse de chaque année. Et en Oregon, il en est de même, pour une population de 3,5 millions d'habitants. Cette délégation à un groupe de l'assistance au suicide se fait sans que l'hôpital, les structures hospitalières prennent en responsabilité cette question. Et nous n'avons aucune mission, ce serait ridicule que nous ayons recommandé dans notre travail que la France aille vers le suicide assisté. En revanche, nous disons que c'est une vraie question et qu'il y a des citoyens qui posent la question. J'ai reçu des centaines et des centaines de questions, de lettres qui demandaient cette possibilité. Nous avons donc regardé, sans
posture, a priori, sans posture morale, en disant que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas regarder, et nous avons regardé avec attention. Et peut-être les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, c'est que si la France, qui a des tentations depuis quelques années de légiférer dans ce domaine, le faisait, il faudrait qu'elle assume ses responsabilités. Assumer ses responsabilités, ça veut dire qu'il faut que la santé publique intervienne dans ce domaine. Il faudrait que la médecine, même si elle n'est pas directement partie prenante, ne se voile pas la face. Il faudrait que, au fond, l'État ne fasse pas comme la Suisse ou comme l'Oregon, c'est-à-dire qu'elle aille jusqu'au bout. D'où l'embarras. D'où l'embarras d'une société qui met dans la loi une capacité d'aide au suicide. Vous voyez la difficulté de l'écrire. De la même façon, et là nous sommes beaucoup plus radicalement hostiles à l'inscription d'une euthanasie. Parce que, non pas en termes là encore de posture morale, comme si, au fond, le droit à la vie, comme si la mort donnée par la médecine était un scandale, nous n'avons pas voulu nous poser en ces termes qui nous paraissent en termes incantatoires, détachés de la réalité, détachés de la demande des Français. Simplement, nous disons, en Hollande, où nous avons passé 2 jours, nous avons interrogé les Hollandais qui, depuis 30 ans, ont inscrit l'euthanasie médicale comme une tradition et qui, peu à peu, entre 1984 et 2002, ont été de plus en plus tolérants pour que la loi vienne, à un certain moment, mettre de l'ordre dans des pratiques qui étaient regardées avec indulgence par la justice. En même temps, les Hollandais nous ont dit que, pour eux, l'euthanasie était une pratique de médecin à domicile, dans des conditions dont les critères étaient sans cesse mouvants, extrêmement difficiles à enfermer dans une loi, et que c'est beaucoup plus une pratique hollandaise, liée à la culture hollandaise d'un pays qui n'est pas gigantesque et qui font que les malades connaissent tous leur médecin traitant et que ce n'est pas une pratique hospitalière, une pratique universitaire. De la même façon, en Belgique, nous avons vu les personnes qui pratiquent ce geste euthanasique, qui sont des médecins de grande qualité et des médecins qui ne sont pas des bourreaux, comme certains en France ont pu le dire, des médecins qui ont la noblesse de leur métier, mais qui, là encore, ont travaillé dans une culture qui est beaucoup plus de type flamand, de type proche de la Hollande, beaucoup moins du côté wallon. On voit d'ailleurs que sur 1400 euthanasies faites en Belgique, il y en a environ 1200 dans le pays de Flandre et environ 200 dans les pays wallons, et qui montre que la collectivité médicale belge regarde ça avec passivité, mais relativement peu, elle ne s'implique pas directement. Le problème, ce n'est pas de diaboliser telle ou telle attitude, c'est montrer simplement que toute loi enferme, concernant cette question, est sans cesse débordée, puisque depuis 2002, il y a eu 25 projets de loi pour sans cesse élargir les limites à l'euthanasie. Autrement dit, nous avons pensé que si un projet de loi existe, il ne faut pas se voiler les yeux que la tentation parlementaire est de légiférer dans ce domaine. Nous avons appelé à la prudence. Nous avons appelé aux contradictions que cela pouvait dire sur notre système de santé, dont la priorité était peut-être de changer le regard sur la mort, plutôt que de se précipiter dans telle ou telle attitude qui, malgré la revendication des citoyens, peut apparaître actuellement comme source de clivage dans le corps médical, de clivage dans la société, et d'être en opposition avec le vivre ensemble. Nous avons donné à notre rapport le titre de penser solidairement la fin de vie. Cela veut dire que cette solidarité peut rentrer en contradiction avec des revendications individualistes. Ce n'est pas pour cela que la revendication de tel ou tel est une blessure pour la société et qu'il faut, au fond, ce que les citoyens demandent, et nous voudrions vraiment insister là-dessus, c'est que la mort, la fin de vie, doit revenir, doit redevenir si plus proche de la parole des citoyens. Il faut que la médecine ne s'approprie pas au nom de ses postures, au nom de sa science, au nom de sa compétence, qu'il soit curatif ou qu'il soit palliatif, qu'il s'approprie l'attitude de la société face à la fin de vie. Et dans ce sens,
je pense qu'il y a un chantier gigantesque à ouvrir avant de l'ouvrir sur la transgression. Je suis disponible pour toutes les questions que vous pourriez poser. Je présente rapidement les membres de la commission qui nous ont accompagnés. Éric Fourneret, philosophe, un des rares Français qui a été membre d'une équipe de football américaine, et qui nous a donné sans cesse le sentiment que dans une équipe de football américain, les individus étaient importants, comme le team. Chantal Deschamps, qui nous a sans cesse obligés à aller vers les personnes les plus vulnérables, les plus précaires, dans les quartiers difficiles, Sous-Bois, Sevran, Saint-Denis. Florence Buat, cadre supérieur de santé, qui est doctorat en éthique, qui nous a apporté toute son expérience de soignante. Alain Cordier, inspecteur général des finances, qui nous a apporté son regard, sa compétence sur les problèmes économiques. Marie-Frédérique Baquet, qui est présidente de la Société française de la paléontologie. Valérie Séva, qui nous a apporté sa compétence juridique. Deux personnes sont absentes. L'une qui est Jean-Claude Amezen. Pardon, alors, je dirais un petit peu un mot. Jean-Claude Amezen, parce qu'il nous a semblé inopportun qu'il soit membre de la commission. Nous lui avions demandé initialement, et depuis qu'il a été membre du comité, et je pense que le président demandera au comité son avis sur 2 ou 3 questions, il me paraissait tout à fait inopportun que Jean-Claude Amezen soit signataire de cet avis, et en même temps, cet avis de ce rapport plutôt, et qu'il soit en même temps président du comité. Et puis Régis Aubry, qui serait bienvenu, qui approuve à 100% ce rapport, mais qui est au Vietnam pour des raisons familiales, il ne peut pas changer son voyage. Et puis je voudrais rendre hommage à 2 personnes, à Catherine S., inspectrice générale des affaires sociales, qui nous a beaucoup aidés, et peut-être essentiellement aussi à Amélie Puccinelli, je n'arrive jamais à retenir ce nom, et qui, Amélie Puccinelli, qui a écrit la totalité du rapport. Elle l'a écrit avec sa capacité informatique, mais aussi l'intelligence de son regard, étudiante en 5e année de sciences politiques, ayant été déjà la conseillère d'un député américain au Congrès américain malgré son âge. Elle nous a apporté, je pense que sans elle, nous ne sommes jamais arrivés. Elle a pris en informatique sur son ordinateur la totalité des paroles que nous avons entendues lors des débats citoyens dans toute la France, et je crois qu'on peut vraiment lui en être très reconnaissant. Tout simplement vous dire que c'est une mission qui, je pense pour la première fois, a été au devant des Français sans capturer par telle ou telle mouvance. Nous avons été impressionnés par la liberté de parole, par l'inquiétude des Français de voir actuellement leur difficulté à pouvoir s'exprimer au moment de la fin de leur vie. Et c'est pour ça que si on pouvait arriver à ce que ce rapport aide le président de la République à ouvrir un véritable chantier, nous en serions reconnaissants, et nous serions reconnaissants aussi de ne pas utiliser des ragots ou des informations tendancieuses qui risqueraient de masquer l'essentiel de notre rapport. Je vous remercie de votre audition.